Alors, on ne pouvait pas terminer cette soirée sur une touche d'optimisme. Et donc, par conséquent, nous allons donner la parole pour un court moment à un jeune blogueur. Voilà, Arnaud Daffy, à vous. Bonjour à tous, jeune, merci. Bon, encore un peu. Justement, avant de commencer, j'avais une question pour la salle. Je voudrais savoir, qui dans la salle a moins de 30 ans? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord, et à part les quelques tricheurs au premier rang, bon, ok, on a quelques jeunes qui sont tout de même venus. On va faire attention à ce qu'on dit sur eux. Alors, tout d'abord, pourquoi s'intéresser aux jeunes consommateurs? C'est vrai qu'objectivement, les jeunes consommateurs ne sont pas le cœur du marché du vin. Nos consommateurs sont plutôt les 40-65 ans qui forment le gros de nos bataillons, ces consommateurs réguliers. Donc, pourquoi s'intéresser à eux? Parce qu'on l'aura deviné, le jeune d'aujourd'hui, inexorablement, sera le plus vieux de demain et à son tour aura entre 40 et 65 ans dans une vingtaine d'années. Et il viendra à son tour former notre cœur de marché. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est une étude du Crédoc qui nous le démontre, c'est qu'une habitude de consommation qui n'a pas été acquise avant 25 ou 30 ans a de fortes chances de ne jamais être acquise. En d'autres mots, quelqu'un qui aujourd'hui serait à 25 ans ou à 30 ans un non-consommateur de vin ou un consommateur très occasionnel a très peu de chances de devenir dans le futur un consommateur fréquent ou un consommateur régulier. Est-ce que je peux avoir les slides, s'il vous plaît, messieurs de la technique? Merci. Donc, c'est vraiment là que se situe notre enjeu. La consommation de dans 20 ans, donc notre marché de dans 20 ans, donc le futur de notre filière, est en train de se décider aujourd'hui par les habitudes de consommation des gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Alors, si on commence par un état des lieux rapide, il y a 13 millions de jeunes en France aujourd'hui. Alors, par jeunes, on entend les gens qui ont entre 18 et 30 ans, donc je ne fais pas exactement partie de cette catégorie aujourd'hui. Donc, on les appelle la génération Y, ou encore on va trouver le terme de millennials aux États-Unis. Donc, ces 13 millions de personnes, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils s'intéressent au vin? Alors, malgré une modification assez profonde des structures de consommation, on peut avoir une lecture assez positive de ce côté-là. Déjà, un premier chiffre, 70% d'entre eux achètent du vin. C'est assez élevé, on appelle ça le taux de pénétration, c'est assez élevé, 70% consomment du vin. Et puis, nous pouvons démonter une idée reçue. Les jeunes ne sont pas complètement désintéressés du vin au profit des spiritueux, au profit des liqueurs. Quand on leur demande quelles sont leurs boissons alcooliques préférées, eh bien clairement, ils nous disent, certes, il y a la bière qui a la prédilection, mais le vin et le vin pétillant sont en deuxième position, devant les spiritueux, et également loin devant les liqueurs, ce qu'on appelle les liqueurs modernes, les Malibu, les autres prémix, et ainsi de suite. Donc c'est encourageant. Ce qui est également encourageant, c'est ce que nous apprend l'étude de l'IFOP pour Vin et Société, c'est qu'une personne sur deux, un jeune sur deux, déclare s'intéresser au vin. Alors, il faut voir le verre à moitié plein, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un chiffre qui est véritablement élevé, d'autant plus que près de 90% d'entre eux ont une image positive du vin. Ils l'associent au fait de passer un bon moment. Donc, je pourrais vous exposer encore de nombreux résultats d'études, mais ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, pour les jeunes, le vin garde cette place particulière. Alors, je vais juste... Parlant de jeunes et de vin. Alors, donc de ce côté-là, on peut être assez optimiste. Les jeunes gardent une place particulière pour le vin dans leur esprit. Là où l'horizon est un peu moins radieux,
c'est du côté de la structure de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la structure de consommation? Si on regarde un petit peu, dans les années 80, on avait moins de 20% de non-consommateurs. Les consommateurs occasionnels, ceux qui boivent une fois par semaine, une fois par mois, voire moins, représentaient 30% de la consommation et 50% de la population française se considérait comme consommateurs réguliers, des gens qui buvaient tous les jours ou presque. Si on regarde en 2010 ces mêmes chiffres, nous avons 38% de non-consommateurs, 45% de consommateurs occasionnels et seulement 17% de consommateurs réguliers. Si on regarde les derniers chiffres, et tout particulièrement sur la jeune population, on a toujours 33% de non-consommateurs, 64% de consommateurs occasionnels, et ils ne sont plus que 7% à consommer du vin régulièrement. Donc concrètement, pour nous, en termes de filière, le message, là, il est assez clair. Si on continue sur cette tendance, la consommation par habitant et par année peut descendre à 30 litres, voire même, c'est un scénario, peut à terme descendre jusqu'à même 20 litres par personne et par an, ce qui reviendra à peu près à diminuer par 2 la consommation actuelle en France. Donc la question à laquelle nous avons à répondre collectivement, si on veut préserver notre filière, c'est comment stopper cette hémorragie? Alors une des solutions, à mon avis, c'est déjà de retourner la question et ne nous demandons plus comment intéresser les vins aux jeunes, mais demandons-nous peut-être comment est-ce que le vin pourrait s'intéresser aux jeunes? Alors, s'intéresser aux jeunes, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de se mettre un petit peu dans leur tête, essayer de voir le monde du vin à travers leurs yeux. Et la première question sûrement à se poser, c'est quelle est leur connaissance du vin? D'où partent-ils? Donc là, on a des statistiques qui sont assez bonnes. On l'a par le baromètre de l'agence SoWine, ou on l'a dans la dernière étude de l'IFOP, c'est que en termes de connaissance du vin, aujourd'hui, ils déclarent, pour 2% d'entre eux, ils se déclarent experts. Donc ils déclarent connaître assez bien le vin. 18% d'entre eux se considèrent comme étant ce qu'on appelle des amateurs éclairés ou des connaisseurs. Alors, faut peut-être relativiser. Connaisseur, ça peut être quelqu'un qui sait citer quelques appellations, qui a déjà visité des vignobles, qui sait à peu près comment le vin est fait. Et on a 80% de personnes qui se déclarent néophytes. Et il faut bien comprendre ce que c'est qu'un néophyte. Un néophyte, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un cépage, qui n'a aucune idée de la façon dont le vin est produit, si ce n'est qu'on sait qu'il y a quelque part un moment où on presse le raisin, et qui sait citer peut-être par culture générale quelques appellations françaises, mais qui ne va pas être capable d'attribuer des messages à ces appellations. Donc clairement, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le vin. Et la base de la communication, c'est le langage. Et dans le monde du vin, le langage, il peut souvent être complexe, il peut souvent être intimidant, il peut même parfois être ésotérique. Donc nous sommes là un peu face à un dilemme. Est-ce qu'on parle la même langue que... Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce à nous de nous rendre compréhensibles aux jeunes consommateurs de vin, ou est-ce aux jeunes consommateurs de vin de faire l'effort de venir comprendre notre langue? Si on pose la question un petit peu autrement, si je vais au restaurant chinois, pour lire le menu, est-ce que c'est à moi d'apprendre le chinois, ou est-ce que c'est au restaurateur de faire l'effort de traduire la carte? Bon, chacun se fera son avis. Alors, moi, j'ai cherché à savoir si notre langage, si notre façon de nous adresser aux jeunes était compréhensible, et si notre langue, elle était intelligible. Alors, j'ai payé de ma personne, et je suis allé à la rencontre de cette population mystérieuse. J'ai fait lire à des jeunes des textes qu'on trouve assez fréquemment dans le monde du vin, des contre-étiquettes d'une marque distributeur, ou encore, et ça c'était assez curieux, c'est des notes de dégustation que j'ai trouvées dans une carte de restaurant grand public, dans une grande chaîne d'hôtels. Je leur ai fait lire ces éléments, et puis je les ai filmés, comme ça vous allez voir quelle est leur réaction. Alors je leur ai demandé s'ils consommaient du vin. Oui. Le son? Oui, j'en consomme. Oui. Oui. Est-ce qu'ils se considèrent comme étant experts, connaisseurs ou néophytes? Néophyte. Néophyte.
bois, mais j'y connais rien. Néophyte. Plutôt néophyte. Néophyte. Et là, je leur ai lu les étiquettes. Donc, un vin dense avec de jolis jus, une grande trame minérale, des choses comme ça. Pas grand-chose. Enfin, je sais pas. Il doit être assez fort, intensité. Énergique, pour moi, ça veut rien dire. Dense, je sais non plus. Joli jus, une jolie couleur. Voilà. Droiture et en salinité, voilà un Sancerre élégant, subtilement tendu. Rien du tout. Tout en droiture, salinité. Je sais pas, il y a du sel. Bon, un Sancerre, ok. Élégant, subtilement tendu. Tendu, je vois pas ce que ça peut dire. Je vois pas trop. Droiture, il doit être, je sais pas. Je comprends rien du tout à ce que ça veut dire. Ok. C'est écrit en français, mais ça me parle pas. Voilà. Mais par rapport à un vin, pour moi, ça veut rien dire. Je sais pas ce que ça reflète véritablement. Ouais, bah j'y comprends rien. Enfin, j'y connais rien, quoi. Alors, j'y comprends rien. Ça me donne envie d'une bière. Voilà, c'est tout. Je peux juste vous jurer quelque chose, je ne leur ai pas soufflé les mots, c'est la première prise et j'ai quasiment pas éliminé de témoignages. C'est exactement ce que nous disent des gens plutôt éduqués, pris à l'hôtel de ville de Paris, des jeunes normaux. Donc j'ai parfois l'impression que le langage qu'on utilise ne semble pas être compris. Et puis le vin, c'est pas seulement une langue, c'est pas seulement de la culture, c'est avant tout un goût. Alors, s'intéresser aux jeunes, c'est aussi s'intéresser au goût qu'ils ont. C'est le b.a.-ba du marketing, quand même, s'intéresser au goût de nos consommateurs. Et j'ai eu l'occasion de piloter une étude pour un grand distributeur. On a interrogé 500 jeunes entre 20 et 30 ans. Un des résultats qui m'a semblé le plus intéressant, c'est lorsqu'on leur a demandé quelles sont vos préférences en termes de style de vin. Donc, on leur a demandé quel était leur vin favori entre 6 catégories de vins. Rouge corsé, rouge léger, rosé, blanc, pétillant, doux et liquoreux. Enfin, liquoreux, c'était vin sucré, doux, moelleux, liquoreux. Tiens, avant de montrer les résultats, j'ai juste envie de faire un petit sondage à main levée dans la salle. Parmi nous tous, qui a une préférence plutôt marquée pour les vins rouges corsés, par exemple? Alors moi, par exemple. Allez, un gros 2 tiers. Pour les rouges plutôt légers, quelques pourcents. Blanc et rosé, voilà, on se partage un petit peu. Et les vins liquoreux et doux, qui a une préférence pour les vins doux et liquoreux? 5 personnes, merci. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va regarder les résultats chez les jeunes. Parce que chez les jeunes, numéro 1, et de très loin, mais significativement de très loin, c'est le vin qui recueille le plus de préférences, c'est les vins doux et liquoreux. Ensuite seulement viennent les vins pétillants. Ensuite seulement viennent les vins rosés. Ensuite seulement viennent les vins blancs. Ensuite seulement viennent les vins rouges légers. Et en bon dernier, en fin de classement, arrivent les vins rouges corsés. Et là, c'est intéressant un petit peu en termes d'effet miroir, en termes de percevoir la différence de perception de nos goûts à nous, un collège de professionnels, un collège d'experts du vin, et les goûts des jeunes. Et là, je crois qu'il y a une piste à creuser. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que les usages, avec les générations, les usages et les modes de vie changent. Donc traditionnellement, en France, le vin est associé à la table, à la gastronomie, au bon repas, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et on retrouve clairement ce comportement chez les 20-30 ans, qui, lorsqu'on leur demande pour quelle occasion ils ont acheté du vin, eh ben, en premier, nous disent pour un repas amélioré, pour un événement avec des amis ou de la famille. Ce qui est intéressant, c'est quand on leur demande le deuxième poste pour lequel ils ont acheté du vin, c'est pas pour le repas de tous les jours, c'est pas pour faire un cadeau, c'est tout simplement pour un événement festif, pour aller à une fête, pour aller à une soirée entre amis. Et on voit que le repas simple du quotidien est en train de baisser vraiment dans les usages, ainsi que l'apéritif. On voit quand même que des choses comme les événements en plein air arrivent encore. En termes d'usage, on peut aussi penser à... Ah oui, en termes d'usage, il y a aussi le fait
qu'aujourd'hui, cette année, pour la première fois de l'histoire, le nombre de repas pris hors domicile en restauration rapide a été supérieur au nombre de repas pris en restauration traditionnelle. Et je ne sais pas vous, mais moi, la dernière fois que j'étais chez Quick ou chez McDo, la dernière fois que j'étais dans une boulangerie Paul, la dernière fois que j'ai été dans la boulangerie du coin, j'ai pas vu de vin. J'ai pas vu de vin. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, j'ai pas de réponse, mais je connais pas non plus beaucoup de producteurs de qualité qui font des vins en 25 centilitres capsulés. Donc je sais pas, il y a peut-être une relation de cause à effet, mais en tout cas, on ne trouve pas de vin chez notre boulanger. Si on reste dans l'univers de la gastronomie, là aussi, il y a des choses qui ont changé. Si on lit les descriptions des fiches de sommelier ou si on lit les descriptions des fiches de vin, on devrait manger tous les jours du filet de chevreuil, du homard et des Saint-Jacques. De mémoire, ça a peut-être changé, mais de mémoire, le jeune de 20 à 30 ans, c'est plutôt carbonara, pizza et burger quand on va aux brasseries. Donc là encore, dans nos recommandations, dans nos usages, faisons attention, je ne crois pas que le jeune mange du homard tous les jours. Comment ? Il a tort, et c'est vrai. Et dans la gastronomie en général, les références sont en train de changer. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans toutes les grandes métropoles? On ne parle plus des grandes tables nappées et des services conventionnels, on parle de la bistronomie, de M. Candebord et de toute cette vogue. Et puis même, on va encore plus loin, c'est la fameuse street food dont on parle beaucoup. Les grands chefs parisiens, je pense au Chateaubriand, sont en train d'ouvrir des kebabs. Le Chateaubriand qui ouvre un kebab. Donc très clairement, ce qui était complexe, la gastronomie, est en train de se démocratiser. Paradoxalement, des choses qui étaient simples, comme les spiritueux, sont en train de devenir de plus en plus complexes. Ça fait un peu le chemin inverse. Et la mixologie, tout ce qui est l'art des cocktails, est en train de gagner du terrain. Alors, comment intégrer ces changements d'usage, ces changements de comportement pour aller requérir les jeunes consommateurs? Moi, j'ai une piste à creuser, elle tient en un seul mot. C'est la désanctuarisation. Alors, si j'étais Monsieur Maffezoli, je vous ai peut-être dit désanctuarisation, qui nous vient du grec, se détendre un petit peu. On a cette chance d'avoir un produit extraordinaire, on en a parlé toute la journée. C'est un produit qui est riche en culture, qui est riche en terroir, qui est riche en passion. Mais parfois, notre passion pour le produit vin, elle crée une forteresse autour de nous. Et notre discours est captivant, mais il est surtout captivant pour 2% de la population des experts. Il est captivant pour les 30% qui se déclarent grands amateurs. Et malheureusement, il est souvent rédhibitoire, on l'a vu avec les jeunes, il est souvent rédhibitoire pour les 60% restants qu'on va laisser sur le bord de la route. Donc désanctuariser, c'est pas niveler par le bas, c'est pas simplifier à l'extrême le produit, c'est encore moins bêtifier ou appauvrir notre discours. C'est juste faire le maximum pour que notre richesse, elle soit accessible à tous. Et dans cette désanctuarisation, moi je propose 3 enjeux bien distincts. Il va falloir aller très vite maintenant. Très vite comme par exemple. Non, parce que là on a explosé les compteurs là. J'avais compteur que je n'avais pas. Non. Alors, premier enjeu de la désanctuarisation. Est-ce que c'est l'éducation? Je ne sais pas, parce que j'ai fait une petite étude sociologique et voilà ce que nous dit, je vous entends. Je veux pas aller à l'école. Philippe Meillat nous disait ce matin, on en a parlé encore, on ne veut pas aller à l'école. On n'aime pas forcément l'école, on n'aime pas se faire enseigner. Ce qu'on aime en revanche, c'est peut-être tout simplement la notion d'expérience. Et alors très vite, quelques exemples. Non, pas quelques exemples. Pas quelques exemples. Un exemple. Bordeaux Expérience, un exemple d'ici. Les Bordeaux Expérience, c'est vraiment une idée où on arrive à mettre le vin au cœur d'une expérience qui est une expérience où on déguste, on est là pour s'amuser, on est là pour rencontrer des gens, on est là pour se détendre, et on n'est pas là pour parler de vin. Le vin est un prétexte. J'aurais pu vous parler de Wine Riot, qui fait des choses extraordinaires aux États-Unis, mais vous n'aurez que des images. Où on arrive à conjuguer éducation, initiation, et on arrive à conjuguer ça avec plaisir et détente. Et je crois qu'on aura gagné notre pari le jour où, comme aux États-Unis, les jeunes feront la queue dans les wineries
pour fêter leur enterrement de vie de jeune fille ou leur enterrement de vie de garçon qui viennent fêter dans les wineries. Bon, je crois que ce jeune garçon n'a pas compris qu'il y a Olivier Brouzet, ancien seconde ligne de rugby, qui va bientôt parler et qui va se faire sortir. Non, mais là, on a un quart d'heure de retard, c'est pas gentil, donc il faut Parfait. qu'on se dépêche. Très bien, je me dépêche. Alors, s'il fallait conclure sur une chose, ce serait de libérer la parole. J'ai eu une discussion, et je vais quand même la relater. J'ai eu une discussion avec une blogueuse, qui est une blogueuse qui parle une blogueuse culinaire, qui s'appelle Anne de Papilles et Pupilles. À elle toute seule, je pense qu'elle a plus d'audience que toute la blogosphère vin réunie. Et elle m'a dit, j'adore le vin. Le vin, pour moi, c'est une passion. J'adorerais en parler. Et je lui ai dit, mais pourquoi n'en parles-tu pas? Et elle m'a dit, parce que je n'ose pas. Et ça m'a choqué, ça m'a attristé. Elle n'ose pas parler de vin. Et je crois que collectivement, en tant qu'experts, on a peut-être confisqué la parole sur le vin. Et il est temps de rendre cette parole à tous et inciter tous les consommateurs à parler avec leurs mots à eux, avec leur avis non autorisé, qu'ils s'autorisent à prendre la parole et à en parler tous ensemble et que ce ne soit plus confisqué par les experts. Voilà. Si on arrive à faire tous ensemble cet effort de désanctuarisation, je crois que nous pourrons regagner le cœur des jeunes. La balle est dans notre camp. Je vous remercie. Merci beaucoup.